La presse qui revient évidemment très largement sur la personnalité d'Arnaud Beltrame, son visage est partout. Oui, avec une dimension de communion nationale, c'est ce qu'on voit en une de Midi Libre, unis dans la douleur. Et en une du Figaro, hommage à un héros français. Et le choix du titre est absolument spécifique. Oui, un héros français. Dans Les Échos, Cécile Cornudet écrit « Le nom que Laurent tiendra sera le sien, pas celui du terroriste. Si les vrais héros ne sont pas ceux que l'on désigne, mais ceux qui s'imposent à nous, Arnaud Beltrame est de ceux-là. » Et elle parle d'une figure de la réconciliation dans un pays fracturé. Alors, dans Le Figaro, il y a d'abord l'éditorial d'Étienne de Montetti qui nous dit ceci. De quelle histoire le lieutenant-colonel Beltrame a-t-il voulu témoigner? Celle d'une civilisation reposant depuis des siècles sur le fragile équilibre entre liberté et sécurité. Alors, vous trouverez dans Le Figaro un portrait approfondi du lieutenant-colonel Beltrame, sa formation, sa foi aussi, qui est une dimension importante sans doute de son choix. Ouais. Et d'ailleurs, il faut lire surtout ce très beau texte de François-Xavier Bellamy à la fin dans les pages débat opinion du Figaro. Il écrit ceci: nous avons le sentiment inexprimable que cet homme nous a sauvés, tous. Pas seulement cette femme innocente arrachée à la violence, mais nous tous à travers elle. Et je crois qu'en effet, malgré les apparences, Arnaud Beltrame a, par le don de sa vie, remporté une victoire absolue contre la haine islamiste et contre ce qui, dans nos affaissements intérieurs, avait permis à cette haine de se tracer un passage. Victoire contre le terroriste, écrit François-Xavier Bellamy. Son but était d'arracher des vies pour créer la peur et la soumission qu'elle prépare, mais on ne prend rien à celui qui donne tout. Collectivement, à travers cet officier, dit-il aussi, notre peuple tout entier n'est plus une victime passive. Il nous rend l'initiative. Mourir n'est pas subir, dès lors que l'on sait pourquoi on meurt. Et il ajoute, vous en parliez à l'instant, la question de savoir comment se forme une personnalité et comment se forment les valeurs qui portent la personne. Il a fallu des siècles de civilité, de littérature, de philosophie, de science et de foi. En désertant cet héritage, nous traversons ensemble, au beau milieu de notre prospérité matérielle, un véritable désert de l'homme. Ce désert qui laisse, nous dit François-Xavier Bellamy, prospérer l'islamisme, ce succédané morbide de transcendance. Alors, le reste de la presse s'interroge aussi sur l'autre, sur le terroriste et sur la radicalisation. C'est la une de l'opinion. La doctrine Macron mise à l'épreuve, avec un article assez intéressant et assez troublant, notamment sur les immigrés du Rif, vivier pour l'État islamique, puisque l'opinion remarque que nombre de terroristes, en fait, sont originaires de cette région, qui a connu différents soulèvements, des fractures originelles qui pourraient être un facteur de radicalisation. Il faut étudier l'histoire. L'article est vraiment passionnant. Alors, dans Le Figaro, Thibault de Montbrial, lui, fait remarquer que pendant que la France est engluée dans ses pudeurs mortifères, le Parlement norvégien vient d'adopter à la quasi-unanimité, nous dit-il, le principe de la déchéance de nationalité pour les condamnés au terrorisme qui disposent d'une autre nationalité. Visiblement, d'autres pays n'ont pas nos débats. Et dans Nice Matin, Michel Cotta écrit « Emmanuel Macron ne veut pas d'une laïcité dure, mais quelle laïcité veut-il? Peut-on indéfiniment, pour ne pas faire le jeu des populistes, mettre la question du terrorisme sous le boisseau ?» Alors, cela dit, dans cette question de la violence, il n'y a pas que la France. Et il faut noter que Libération a choisi de consacrer sa une à cette génération Parkland qui s'élève aux États-Unis contre les armes et contre la NRA, le lobby des armes. Alors dans Sud-Ouest, Yves Arte écrit « La grande marche de Washington et celle solitaire du gendarme de Trèbes vers la lutte et contre la mort devrait à jamais faire de cet homme et de ses enfants les héros de notre temps. » Alors il y en a qui évidemment portent plus la résistance pacifique, qui correspond à notre souci des victimes. Et puis il y a l'image de l'héroïsme et les deux viennent se recomposer ce matin. Difficile, Natacha, d'évoquer d'autres sujets après ça, évidemment. Oui, on en trouve beaucoup d'autres, évidemment. Il y a par exemple dans Le Monde, dans le supplément Époque du Monde, un petit article consacré, alors qui s'intitule « Demain l'apocalypse » et qui est consacré au salon du survivalisme qui avait lieu cette semaine. Ce week-end à Paris. Alors entre initiation à la permaculture et aux plantes sauvages comestibles et combat et survie en montagne. Vous voyez, c'est un peu le mélange des genres.
Il y a entre 100 et 150 000 personnes en France qui s'intéressent, qui pratiquent ce qu'on appelle le survivalisme, qui repose avant tout quand même sur le fantasme de l'effondrement de la civilisation, mais qui met en avant surtout une question assez intéressante, celle de l'autonomie. Et il faut lire l'intéressant article du site Reporter là-dessus, parce que Reporter s'inquiète et dit que la recherche d'autonomie dans le survivalisme pourrait être le reflet en fait de l'individualisme dominant. C'est-à-dire je vais m'en sortir tout seul quand tout va s'effondrer. On peut compter sur personne. Alors évidemment, le Reporter fait la différence entre le survivalisme américain où on se prépare à des invasions de zombies ou des choses comme ça et le survivalisme européen qui se définirait plutôt par un rapport plus sain à l'environnement. En fait, la volonté de ne pas dépendre des processus industriels. Mais est-ce qu'il y a réellement là-dedans une méfiance vis-à-vis de toute forme de coopération? En fait, dans des situations de crise, il y a un mélange entre le rôle de l'individu, l'autonomie, et puis l'entraide qui, heureusement, naît et arrive très spontanément de la part de tous les individus. Les grandes crises nous le montrent. S'il n'y avait qu'un seul article à retenir ce matin, Natacha, est-ce que ce serait un article qui parle de zombies ou pas? Alors non, ça ne parle pas de zombies, mais ça parle de notre monde qui va finir par ressembler à un monde de zombies. Parce que les fantasmes des survivalistes sont peut-être tout de même un tout petit peu fondés quand on lit Le Monde. Le déclin de la biodiversité menace l'humanité. Alors c'est une étude très profonde de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité et qui nous montre que dans toutes les zones géographiques du monde, il y a une disparition des habitats, il y a une disparition de tout ce qui permet aux animaux de survivre et que la situation devient critique. En Amérique latine, par exemple, ils remarquent aussi, et c'est très important, une perte des savoirs locaux, c'est-à-dire tout ce qui faisait que les petits paysans savaient comment ne pas abîmer la nature en cultivant. Sachant que vous allez nous reparler des grandes surfaces en région parisienne. Non, c'est induit. Je suis ravie que vous l'ayez pensé sans même que j'ai besoin de le dire. Et en Europe, c'est l'agriculture intensive qui consomme en fait, l'Europe consomme plus de ressources naturelles renouvelables qu'elle n'en produit. Donc, en fait, elle importe. Donc, elle induit aussi de la pollution ailleurs et de la perte de la biodiversité. La disparition des espèces a été multipliée par 100 depuis 1900. Donc, ce qu'il faut, eh bien, pour la première fois, ces scientifiques osent le dire et le formuler un peu, j'allais dire brutalement. Non, c'est pas brutal. Il serait temps justement d'être un peu brutal. Il faut une transformation radicale des modes de vie. Voilà, c'est tout. Donc un peu moins de consumérisme. C'est pas de mal à la veille. Non, oui, c'est pas de mal la veille.